Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du système immunitaire, mais on va mettre l'emphase aujourd'hui sur la réponse immunitaire innée. Donc, la réponse immunitaire innée, dans le fond, c'est une réponse immunitaire qui n'est non spécifique. Ce que ça veut dire, c'est que les éléments qui font partie de cette partie-là du système immunitaire ne vont pas répondre différemment, que ce soit la première ou la 20e fois qu'un micro-organisme entre en vous. On va comparer, d'ailleurs, ça va être les premières diapos qu'on va regarder ensemble, là. On va comparer au départ, donc, c'est quoi l'immunité innée et l'immunité acquise. L'immunité acquise, c'est une immunité que l'on développe en fonction de ce qui nous a infecté. Et la réponse acquise va être plus forte, plus rapide au fur et à mesure que le micro-organisme va nous réinfecter. Donc, si vous êtes infecté 2, 3, 4 fois par le même micro-organisme, votre réponse sera meilleure. Mais aujourd'hui, on se concentre sur l'immunité innée, donc non spécifique. Donc, allons voir les différentes composantes et cellules qui la composent. Donc, dans ma résistance non spécifique, là, ce sur quoi on va mettre l'emphase aujourd'hui, on inclut là-dedans ce qu'on appelle les deux premières lignes de défense. Okay? Au total, il y en a 3 lignes de défense. La première et la deuxième font partie de la réponse non spécifique. Donc, il n'y a pas de mémoire cellulaire qui est développée à ce moment-là. Tandis que la troisième, ce sera expliqué dans une autre capsule vidéo. La troisième ligne de défense, okay, la résistance spécifique, ou ce qu'on appelle la réponse immunitaire acquise. Donc, dans ce cas-ci, on va parler de lymphocytes, lymphocyte B, lymphocyte T. On va parler de mémoire immunitaire aussi. Donc, ça, ce sera vraiment pour la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur les deux premières lignes. Là, je vais regarder avec vous le tableau, mais dans les diapos qui vont suivre, je vais revenir sur chacun des éléments et on pourra y aller avec plus de détails. Mais dans la première ligne de défense, okay, la première ligne de défense, ce sont des structures anatomiques ou physiologiques qui, à proprement parler, ne font pas partie du système immunitaire. Okay? Le meilleur exemple, ou le plus simple, c'est votre peau. Okay? Une peau saine, qui n'a pas eu de brûlure, qui n'a pas de blessure, de coupure, elle n'est pas sèche ou quoi que ce soit. Donc, cette peau-là, okay, est déjà un outil essentiel pour nous protéger des infections parce que quand on a une blessure, ça devient une porte d'entrée pour plusieurs micro-organismes. Si notre peau est sèche, si, exemple extrême, là, les grands brûlés, donc une partie de notre corps importante a été brûlée, donc la couche kératinisée de notre peau n'est plus là. Donc à ce moment-là, les mycètes, les bactéries peuvent se déposer sur la peau et causer des infections qui peuvent être très graves. Donc une peau saine, c'est déjà une protection. Même principe pour les muqueuses. Okay? Si vous avez une blessure au niveau de la muqueuse digestive, au niveau des poumons, ne serait-ce qu'au niveau de la bouche, on est plus susceptible d'avoir des infections. Okay? Donc, une muqueuse saine, tout va bien. Facteurs mécaniques, chimiques, cellulaires, je vais y revenir, mais un exemple très simple. Le simple fait, par exemple, d'uriner. Okay? Donc, lors de la miction, c'est un beau terme, c'est la miction. Donc, le flux d'urine va éliminer une partie des micro-organismes qui pourraient se retrouver à la base ou dans l'urètre. Donc, simplement de façon mécanique, on les élimine. Autre aspect mécanique, la toux. Et là, une chance qu'on se parle à distance, je n'aurais pas eu le droit de faire ça en vrai, où il aurait fallu qu'on porte nos masques. Ce n'est pas super recommandé là, de tousser en public ces temps-ci avec la COVID et tout. Donc, en toussant, dans le fond, le réflexe mécanique de la toux, ce que c'est qu'au niveau de vos voies respiratoires, donc il peut y avoir, okay, au niveau des bronches, etc., des petits cils, des petits poils, okay, qui vont repousser les poussières, mycètes que vous pourriez avoir inhalées, donc, ou parfois le mucus qui s'accumule dans vos voies respiratoires justement quand vous êtes malade. Donc ça, c'est un facteur mécanique qui nous permet d'expulser quelque chose soit de pathogène ou d'irritant pour nos voies respiratoires, mais en même temps, on s'entend que ça peut se retourner contre nous en tant qu'espèce, parce que dans le fond, puis on le voit avec la COVID, c'est malheureux, mais c'est l'outil de propagation, dans le fond, de certains virus. Mais bon. Ensuite, bon, l'effet barrière et de la flore normale, on pourrait écrire microbiote à la place de flore normale. Il faudrait peut-être que je mette cette diapo-là un petit peu plus au goût du jour. Donc, votre microbiote, encore une fois, s'il est sain, si vous avez une bonne alimentation et tout, donc votre microbiote, en étant nombreux, donc les bactéries qui y sont, les bactéries saines, vont vous protéger d'infections. Okay? Si votre microbiote est affecté, prise d'antibiotiques, maladie, peu importe, et qu'une bactérie pathogène entre par votre alimentation, eh bien, là, quand je dis une, on s'entend, c'est jamais une bactérie tout seul, là,
si vous mangez ou touchez quelque chose, vous mettez vos doigts dans votre bouche, souvent c'est à coups de milliers de bactéries que ça rentre là. Puis les bactéries, ça se multiplie vite, donc 1000 bactéries peuvent en devenir 2000 très rapidement, là, en dedans de 20 minutes. Mais bref, un microbiote normal, ça crée un effet barrière, c'est bon. Donc tout ça, ça nous aide à nous protéger des micro-organismes, mais comme tels, ce ne sont pas des structures du système immunitaire. La deuxième ligne maintenant, là on parle vraiment de structures immunitaires, mais elles ne sont pas spécifiques. Donc par exemple, quand je parle de phagocytose, un macrophage va manger une bactérie, mais le lendemain pourrait manger une bactérie d'une autre espèce. Donc ce ne sera pas un macrophage spécifique pour les staphylocoques par exemple, ou un macrophage spécifique pour le virus du rhume. Okay, par exemple, au niveau des voies respiratoires, on a certains types de macrophages spécialisés. Okay, des macrophages alvéolaires. Au niveau du cerveau, on a des macrophages qui font partie de la microglie. Donc, on a des cellules phagocytaires okay, spécialisées dans les différents tissus de notre corps. Mais bref, ces phagocytes-là, souvent, puis il y a les neutrophiles qui sont là-dedans aussi, mais on va revenir aux différentes cellules, donc vont manger, phagocyter les molécules ou cellules étrangères. Okay? Et comme elles ne sont pas spécifiques, donc on va dire qu'elles ne sont pas difficiles. C'est comme servir un repas à mes enfants. Moi, mes enfants sont clairement, on va dire, dans la réponse acquise parce qu'ils sont très spécifiques sur ce qu'ils veulent manger. Mais moi, par exemple, je serais pas mal dans la deuxième ligne. Moi, je suis pas mal omnivore, je mange de tout. Donc, les phagocytes ne sont pas spécifiques. Et, chose importante aussi, ils ne vont pas développer de mémoire immunitaire, contrairement à la réponse acquise. Donc, le macrophage ne va pas attaquer avec plus d'avidité ou plus de rapidité le même micro-organisme s'il revient quelques mois plus tard. Okay? L'inflammation, tout le processus inflammatoire, et là, je ne parle pas nécessairement de l'inflammation, par exemple, quand, je sais pas, vous faites du sport et vous vous tordez une cheville ou vous cognez un genou, ce genre d'inflammation-là. Moi, je parle vraiment de l'inflammation qui va être due à une infection. Okay, on va expliquer le processus tantôt, mais on va voir qu'il y a plein de molécules immunitaires, de cellules qui sont impliquées dans ce processus-là. La fièvre, ça peut paraître bien plate, puis souvent on va le voir comme un symptôme d'une infection, ce qui est vrai, okay, ou de certaines maladies, mais le principe de base, okay, le mécanisme de la fièvre, c'est vous qui l'induisez, okay? C'est votre corps qui le produit en fonction surtout de l'activité de l'hypothalamus, donc une structure au niveau de votre cerveau. Donc, par exemple, ce qui pourrait arriver, c'est que, on va dire, une bactérie gram-négative, par exemple, qui est phagocytée, va être détruite. Il va y avoir libération de l'endotoxine A. Rappelez-vous de ça dans les notions du chapitre sur les bactéries. Et le macrophage, dans le fond, va répondre à ça en libérant lui-même des cytokines, interleukines. On va en parler plus tard dans le cours aujourd'hui. Donc, ces molécules-là, ce sont des messagers chimiques produites par les cellules et surtout les cellules immunitaires. Et une de ces molécules-là, produite par un phagocyte qui vient de bouffer une bactérie gram-, va atteindre votre hypothalamus et va entraîner la fièvre. Bref, fait que c'est souhaitable. Dans le fond, la fièvre, c'est un mécanisme que l'on actionne okay, parce qu'on veut limiter la croissance des bactéries. Okay, dans un chapitre précédent, encore une fois, on a vu que les bactéries avaient des températures de croissance, on va dire, spécifiques ou préférées. 37 degrés, c'en est une pour beaucoup de bactéries. Mais si on monte notre température à 40-41 degrés Celsius, puis là, pas trop non plus, parce qu'à un moment donné, ça va être dangereux pour nous aussi, mais en augmentant la température, on nuit à la croissance ou au développement des bactéries. Donc, c'est un mécanisme de défense, entre autres pour les infections bactériennes. Substances antimicrobiennes, je pourrais nommer par exemple les lysozymes, qui sont des protéines que vous sécrétez dans vos larmes, dans votre bouche, dans la salive en fait. Puis ces molécules-là, ces protéines-là, ont une activité, on va dire, de destruction du peptidoglycane. Le peptidoglycane, encore une fois, c'est une molécule ou une structure, dans le fond, faite de sucre, pardon, donc glucides et de protéines qu'on retrouve chez les bactéries. Les bactéries gram+ vont être plus affectées par les lysozymes parce que les lysozymes attaquent le peptidoglycane et je vous rappelle que sur les bactéries gram+, le peptidoglycane est tout autour et il y en a épais. Donc, ça fait une belle cible pour ces cellules-là. Puis, ça tombe bien. Okay? Par exemple, là, au niveau de notre peau, on a beaucoup de bactéries gram+, ou ce sont souvent des bactéries gram+ qu'il y a sur notre peau. Donc, par exemple, si je me frotte les yeux comme ça, bien, je viens de déposer des bactéries dans mon œil. Et à ce moment-là, souvent, ce sont des bactéries gram+, et les lysozymes
présents dans mes larmes devraient faire le travail et devraient éliminer ces bactéries-là. J'espère que je ne vais pas me taper une conjonctivite pour le bénéfice de cette démonstration, mais je suis pas mal certain que demain, je vais être correct. Donc, substance antimicrobienne. Le complément, ça, c'est une collection de protéines. Okay? C'est comme une trentaine de protéines qui circulent librement les unes des autres dans votre sang. Présentement, là, il y a plein de protéines du complément qui circulent dans votre sang, mais si une bactérie entre, ces protéines-là vont... Là, c'est complexe, mais moi, je le résume, là, je le vulgarise à l'excès. Ces protéines-là vont s'assembler et former des trous sur la bactérie. C'est quand même cool, okay? Comme processus. Donc, il y a d'autres aussi, d'autres actions du complément, j'en parlerai quand je vous montrerai là, les diapos à ce sujet-là. Puis l'interféron, c'est un terme qui devrait peut-être vous dire quelque chose. On a parlé de cette molécule-là. En fait, c'est une cytokine, donc un messager chimique, encore une fois, qui, lui, va être spécifique pour les infections virales. Donc, quelqu'un qui a la COVID, quelqu'un qui a un rhume, la grippe, si on prenait un échantillon sanguin et que l'on faisait un test pour voir la quantité d'interférons qu'on retrouverait dans son sang, eh bien, la quantité serait sûrement plus élevée qu'une personne qui n'est pas infectée par un virus parce que l'interféron va être sécrété par les cellules qui sont infectées pour justement informer les cellules voisines qu'il y a un problème, qu'il y a des virus dans le secteur. Okay? Donc, l'interféron nous aide à nous protéger et à lutter contre les infections virales. Puis bon, la réponse spécifique, ce sera l'objet d'une autre capsule vidéo. Donc ici, on va dire les principales informations ou les principaux points à retenir là, pour chacune des immunités, soit innées ou acquises. Puis là, je dis acquises depuis tantôt, mais dans certains volumes, ils utilisent le terme adaptative. Donc, c'est la même chose. Puis innée ou naturelle, même chose. Moi, je vais pas mal tout le temps utiliser là, innée puis acquise. Donc, pour l'immunité innée, donc première et deuxième ligne de défense, c'est non spécifique. Donc, le macrophage, que ce soit une bactérie E. coli ou une bactérie staphylocoque, à moins que la bactérie ait vraiment des particularités qui nuisent à la phagocytose, le macrophage ne cassera pas la tête. Pas de mémoire. Donc, si la même bactérie revient dans une semaine, le macrophage qui en a bouffé une, on va dire aujourd'hui, s'en rappellera pas dans une semaine, puis il ne sera pas plus rapide, efficace à la tuer. Immunité acquise, donc c'est la troisième ligne de défense. Cette réponse-là, elle est spécifique. Donc, par exemple, les lymphocytes B et les lymphocytes T vont être spécifiques pour des antigènes précis. Okay? Donc, non seulement ils vont être précis pour un micro-organisme, mais ils vont même être précis pour une protéine présente sur ces micro-organismes-là. D'accord? Juste donner un exemple vite. La fameuse protéine Spike, dont on parle souvent là, pour, disons, lutter contre le coronavirus, puis les vaccins qui ont été faits contre le coronavirus, dans le fond, ciblent cette protéine-là. Donc, ce qu'on voudrait, quand on administre les vaccins, c'est stimuler la production de lymphocytes B et T qui sont spécifiques pour la protéine Spike. Donc, quand le vrai virus arrive en vous, bon, on ne le souhaite pas, mais si jamais vous êtes infecté par, après avoir été vacciné, donc les lymphocytes B et T qui ont été stimulés vont avoir une mémoire et vont être spécifiques contre ce virus-là. OK? Par contre, si vous êtes infecté par le virus de la grippe, votre vaccin contre la COVID ne servira pas à grand-chose. Okay? Parce que les cellules qu'on aura stimulées, lymphocytes B et lymphocytes T, seront spécifiques COVID. Donc, si on veut être protégé contre la grippe, bien, il nous faut un vaccin contre la grippe ou déjà avoir été infecté par le même virus par le passé. Donc, je reprends les différents éléments là, des premières et deuxième lignes de défense. Il y en a sur lesquels je vais aller un petit peu plus rapidement. Donc, la peau, j'en ai parlé, mais j'ai oublié de mentionner justement les points faibles. Okay? Est-ce qu'il y a des points d'entrée par lesquels des micro-organismes pourraient s'infiltrer en nous? Donc, les poils, c'est un point faible. Okay? Donc, c'est les bactéries qui peuvent y entrer. Je vous rappelle avec beaucoup de plaisir que certains acariens vont aller vivre à la base de vos poils, au niveau de vos cils, de vos sourcils. Okay? J'aime pas ça vous le rappeler, mais en même temps, oui, j'aime ça. Regardez mon sourire, je ne pourrais pas mentir. Donc, des bactéries peuvent s'y insérer, des mycètes. Okay? Les glandes sébacées, par exemple. Okay? Moi, je me rappelle mon adolescence là, qui a été marquée par, disons, des éruptions importante d'acné, on va le dire comme ça. Donc, j'avais la glande sébacée assez active. Okay? Donc, je produisais beaucoup de sébum. Normalement, le sébum, ce qui est paradoxal, c'est que c'est supposé nuire. Dans le fond, c'est supposé de protéger notre peau.
mais ça devient une source, on va dire, alimentaire pour certaines bactéries qui tolèrent disons, le pH et les molécules qui sont retrouvées dans le sébum. Donc, moi, j'ai souffert de ça un petit peu, de l'acné. Voilà, puis parenthèse là-dessus. Pour prendre un traitement contre l'acné, on m'avait donné, puis je ne sais pas si je vais l'écrire comme il faut, là, un médicament qui s'appelait l'Accutane. Okay? Puis moi, l'Accutane, bon, je pensais que c'était une espèce d'antibiotique qui tuait les bactéries qui causaient l'acné, mais c'est pas ça. Okay? L'Accutane, dans le fond, c'est comme une espèce d'overdose de vitamine A qu'on vous donne. Okay? Et la vitamine A, ce qu'elle fait, c'est une vitamine, oui, okay? Mais en excès, cette vitamine-là, elle s'accumule dans nos tissus et ce qu'elle provoque, c'est l'assèchement des tissus. Donc, dans le fond, ce médicament-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait un peu bloquer la suractivité de mes glandes sébacées. Donc, ça asséchait ma peau. Les bactéries n'avaient plus rien pour bouffer puis pour survivre, donc les bactéries mouraient, puis je n'avais plus de boutons. Mais pour vrai, c'est pas des farces, là. Quand je sortais de la douche, je me rasais à l'époque, donc je n'avais pas de barbe, ma peau était tellement sèche là, que c'est comme si j'avais eu des coups de soleil. Okay? Ma peau pelait littéralement. Là. Je m'excuse de l'image, c'est pas super le fun. Là. Mais j'aurais pu passer ma main sur ma peau comme ça, puis il y aurait plein de petits morceaux de peau qui en seraient tombés. Là. Quelle image de votre prof vous avez, c'est super le fun. Et je mets ça en ligne en plus. Bref, donc j'avais pas d'acné, mais en même temps, ma peau était très très sèche. Donc, il fallait que je m'hydrate correctement. Donc, il y avait d'autres soucis, on va le voir comme ça. Fin de la parenthèse sur mon adolescence. Ensuite, bon, s'il y a des fissures dans la peau, ça peut devenir un problème. Et aussi, ça, c'est pas à négliger, le taux d'humidité. Okay? Et là, je vais vous donner des exemples très concrets. Là. Par exemple, si on a un patient, okay, bon, vous, je sais, vous amenez le patient à l'hôpital, puis une fois à l'hôpital, il va être pris en charge, mais imaginez, là, les patients, par exemple, qui ont une mobilité réduite, ont subi une opération, peut-être sont dans le coma, ou juste les patients, qui sont intubés là, pour la COVID, puis il y en a qui sont sous sédation, là, c'est pas le fun. Là. Mais ces personnes-là, si elles demeurent, ces personnes-là, en contact avec le lit, par exemple, dans la même position sur de longues heures, ce qui peut arriver, dans le fond, c'est que l'humidité qui se crée entre la peau et soit les vêtements ou les draps, le matelas, donc cette humidité-là va altérer la peau et il peut y avoir ce qu'on appelle les plaies de lit. Donc, la peau va être attaquée, il va y avoir des lésions, puis souvent, il va y avoir infection de ces plaies-là. Donc, il faut faire attention à ça. Puis au quotidien, l'humidité, là, un exemple très simple, là, puis il y en a qui vont peut-être se reconnaître, mais quand on porte des souliers fermés, pas des souliers de course qui ont de l'aération, mais par exemple une chaussure de cuir ou quoi que ce soit, et qu'on transpire beaucoup, bien souvent quand on enlève nos souliers à la fin de la journée, nos bas sont un petit peu humides, ça sent parfois un petit peu étrange. En tout cas, c'est ce que ma blonde me dit quand j'enlève mes souliers. Okay? Donc, ça mérite de prendre une douche, mais l'humidité pourrait encore une fois favoriser le développement des bactéries et des mycètes. Puis l'odeur, elle ne vient pas de nulle part. Okay? C'est la présence de bactéries qui se sont multipliées dans votre, je vais appeler ça votre jus de pied, okay? Votre humidité au niveau des pieds. Puis ça va sentir mauvais. Ensuite, bon, facteur physique, les larmes, quand on pleure, veut pas, ça élimine les bactéries. La salive. Si on a une bonne production de salive, je cherchais le mot, c'est salivation ou je sais pas quoi. Donc, ça peut éliminer une partie des bactéries. D'ailleurs, les personnes qui ont la bouche sèche peuvent avoir certains problèmes bactériens, de mauvaise haleine, des choses comme ça. Donc, la salive peut aider. Les différents mucus au niveau du nez, de la bouche, du tube digestif vont aider à éliminer les micro-organismes. Puis, comme je l'ai expliqué, l'urine, puis ensuite les cils respiratoires. On les voit ici, là. Tous les petits poils qui sont là, ce sont des cils des voies respiratoires. Donc, eux vont battre et vont repousser les poussières, les bactéries. Puis d'ailleurs, ces fameux petits cils-là, c'est là-dessus. Okay? Rappelez-vous les bactéries qui causent la coqueluche, Bordetella pertussis. Donc, ces bactéries-là ont des petits fimbriers et ces bactéries-là s'accrochent justement sur ces cils-là. Donc, même si on tousse, la bactérie demeure accrochée. Et là, on tousse, parce qu'on veut éliminer cette molécule-là, cette bactérie-là. On croit que c'est de la poussière, c'est un irritant, mais on n'en vient pas à bout. Donc, d'autres facteurs chimiques, j'ai parlé du sébum. Okay, fait que ça, c'est déjà fait. L'isozyme, okay, donc au niveau des larmes, de la salive. Je ne le répéterai pas. Mettez pause ou revenez un petit peu en arrière, puis expliquez pourquoi ça s'attaque surtout aux bactéries Gram+. Okay, je ne le répéterai pas. Si vous ne vous en rappelez pas, revenez en arrière un petit peu, puis j'ai donné la réponse. Donc, je vous laisse réfléchir à ça.
Aussi, ça c'est important, ce sont les sucs gastriques. Donc l'acidité que l'on retrouve au niveau de l'estomac, ça a un effet bactéricide, fongicide, virucide assez important, donc ça élimine beaucoup de micro-organismes. C'est sûr qu'il y en a toujours une certaine quantité qui atteignent l'intestin. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on forme notre microbiote, donc il faut qu'il y en ait qui survivent. Quand vous mangez du yogourt, la majorité des bactéries qui sont dans le yogourt vont mourir, parce que oui, dans votre yogourt que vous mangez, les bactéries sont vivantes. Mais une petite quantité peut-être va atteindre votre tube digestif. Bref, puis si on prend par exemple des antiacides, okay, je vais nommer des marques, là, des Tums ou des Rolaids ou je ne sais pas quoi. Donc l'acidité diminue, donc ça peut nous aider là, si on a des brûlements d'estomac, des choses comme ça, mais sachez que ça va permettre un passage d'une plus grande quantité de bactéries. Donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas consommer ces médicaments-là comme des pilules. Comme des bonbons, pardon. Ce sont des pilules. Donc, H. pylori, elle, tolère cette acidité-là, puis même la neutraliser, là, puis y survivre. Puis le microbiote, okay, donc les bactéries qui font partie de notre flore normale, il y a plein d'espèces. Je vais nommer la plus facile, mais ce n'est pas la plus nombreuse. Là. E. coli, par exemple. Donc, vous pouvez juste peut-être faire une flèche, puis aller la mettre sur la ligne. Il y a des Clostridium. Il y a des entérobactères, il y a plein d'espèces différentes là, qui font partie de notre flore. Mais bref, flore normale ou microbiote normal en santé, ça nous aide. Pour les dames, okay, les bactéries de la flore normale favorisent l'instauration d'un pH relativement acide qui va limiter le développement justement de micro-organismes pathogènes. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, les changements hormonaux, grossesse, prise d'antibiotiques, le stress, les anovulants, tout ça, okay, puis idéalement pas en même temps. D'ailleurs, anovulants et grossesse ne vont pas super bien ensemble normalement. Donc, vont interférer ou peuvent interférer avec le microbiote vaginal. Et à ce moment-là, d'autres micro-organismes, bactéries pathogènes, levures, peuvent prendre le dessus et causer des vaginoses ou favoriser le développement de vaginite. Donc, là, on va dans la deuxième ligne de défense, donc vraiment des cellules immunitaires qui ont différents rôles. Et moi, ce que je vais vous demander de retenir, c'est surtout les rôles de ces cellules-là. Donc, quelle est leur importance, à quoi elles servent dans tout le processus immunitaire. Je vous montre aussi de quoi elles ont l'air au microscope, okay, en espérant qu'on ait la chance de le faire en laboratoire. Donc, les premières cellules, ce qu'on appelle les monocytes. Les monocytes, dans le fond, c'est comme les bébés macrophages qui ne sont pas matures encore. Fait que je vais parler de macrophages. Les macrophages, puis vous allez voir dans votre volume de référence, je crois qu'on utilise le terme macrophagocyte, là, même principe. Donc, ce sont des cellules qui vont phagocyter les molécules étrangères, bactéries, virus, etc. Au microscope, on peut les reconnaître comme vous voyez sur l'image. Donc, on a la cellule, donc toute l'espèce de cercle gris, okay, bleuté. Et à l'intérieur, le noyau qui est plus foncé, vous allez remarquer que le noyau a une espèce d'invagination, il y a une petite crevasse dedans. Donc ça, c'est une caractéristique des macrophages. Et le cytoplasme, donc l'intérieur de la cellule aussi, donc ce qui n'est pas le noyau, va être un petit peu plus foncé, un petit peu plus grisâtre. Donc ça, c'est les façons dont on va reconnaître les macrophages. Mais les macrophages comme tels, leur job, ce sont des phagocytes. Et là, je veux dire, je ne pourrais pas tous vous les montrer, mais les macrophages, il y en a des spécialisés dans les différents tissus, mais on va les voir comme un tout là, pour les besoins de votre cours, c'est amplement suffisant. Ensuite, j'ai les neutrophiles. Les neutrophiles, dans le fond, j'ai envie de vous appeler, vous, chers paramédics ou futurs paramédics, vous êtes un peu les neutrophiles, okay, de notre système de santé. Vous êtes les premiers arrivés souvent sur le site problématique, on va le dire comme ça. Donc, les neutrophiles, eux, je vais l'expliquer pourquoi tout à l'heure, mais ce sont souvent les premières cellules qui vont être appelées à répondre lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a infection, blessure, etc. Donc, ces cellules-là, ce sont aussi des cellules qui phagocytent, donc un peu comme les macrophages, mais on va les reconnaître à leur noyau multilobé. Donc, c'est quand même un seul noyau, mais sur l'image que vous avez ici, vous allez remarquer donc la cellule au centre, puis toutes les autres petites cellules autour, c'est les globules rouges. Donc, la cellule, il y a 3 lobes de son noyau et il y a plein de petits picots. Là, souvent, on les appelle ou on les classe, ces 3 cellules-là, là, comme les granulocytes, j'ai fini par le dire. Donc, parce que souvent, on va voir des petits granules dans les cellules, mais pas éosinophiles et basophiles. Là, vous allez remarquer que ces cellules-là, les granules, sont beaucoup plus gros, beaucoup plus faciles à observer. Mais bref. Donc, neutrophile, premier répondant, c'est un phagocyte, donc il bouffe quelque chose d'étranger. Éosinophile, regardez,
la présence de petits granules. Donc, il y a plein de petits picots rouges partout dans la cellule. On voit le noyau qui semble être lui aussi multilobé. Donc, comment on les distingue, les éosinophiles des autres cellules? Juste vous montrer aussi les basophiles. Regardez les basophiles. Leurs granules sont bleus. Ici, les granules sont rouges. Dans le fond, quand on fait la coloration, quand on fait un frottis sanguin, et qu'on veut observer et compter les cellules comme celle-là, les éosinophiles vont avoir leurs granules rouges parce qu'ils vont réagir. En fait, le colorant va réagir avec le contenu acide de ces granules-là. Puis basophile, le contenu des granules est basique, donc le pH beaucoup plus élevé, et le colorant, ça va être le colorant bleu qui va réagir avec ces granules-là. Donc, éosinophiles, leur rôle, ce sont des cellules qui sont spécialisées dans l'attaque des gros parasites. Protozoaires, helminthes. Souvent, si on a un gros parasite, les macrophages neutrophiles ne peuvent pas arriver et bouffer quelque chose qui est plus gros qu'eux. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce que les éosinophiles peuvent faire, c'est se rapprocher, dans le fond, de la cible, donc du micro-organisme, et libérer le contenu de ces petits granules rouges-là. Puis, il y a des enzymes, puis il y a des substances acides qui vont attaquer l'intégrité du micro-organisme et ça va finir par soit le tuer, le désintégrer, etc. Et là, les macrophages pourraient venir et faire le ménage un petit peu. Des éosinophiles. Si vous n'avez pas d'infection à protozoaire ou à ver, vous n'en avez pas beaucoup dans votre sang. C'est une fraction des cellules que vous avez dans votre sang. Par contre, par exemple, par une étude du frottis sanguin, on pourrait, par exemple, déterminer que, wow, son taux d'éosinophiles est trop élevé, donc ce qu'on va appeler une éosinophilie. Donc là, on pourrait se poser des questions et se dire, hey, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne-là. Donc, on peut faire des tests plus poussés pour voir si effectivement il n'a pas une infection par des vers ou autre chose. Bref, donc ça, ce sont les éosinophiles. Basophiles, puis mastocytes, jusqu'à un certain point, ont des rôles un peu similaires. Ce sont des rôles inflammatoires. Donc, eux, quand ils libèrent le contenu de leurs granules, ça va créer de l'inflammation. Et l'inflammation, ce que ça entraîne, c'est que ça attire les autres cellules immunitaires. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Les basophiles, ce sont des cellules qu'on retrouve dans le sang. Donc, c'est pour ça que justement, on peut les identifier en faisant un frottis sanguin. Puis un frottis sanguin, là, quand je dis ça, c'est qu'on prend une goutte de sang, on place ça sur une lame qui va au microscope, on étale la goutte de sang, on la colore et on peut observer les différentes cellules immunitaires. Donc, c'est ça un frottis sanguin. Donc, les basophiles, je peux les observer en faisant un frottis sanguin, mais les mastocytes, qu'on voit ici, eux sont situés dans les tissus. Donc, ils ne vont pas nécessairement circuler dans le sang, mais ils vont être placés dans différents tissus. Et les mastocytes sont un peu malcommodes. Eux, je dis malcommodes, ils ont quand même un rôle important à jouer. Mais on les connaît ou reconnaît surtout à cause des problèmes qu'ils vont créer par les allergies. Et là, je vais faire un petit dessin pour expliquer le tout. Donc, par exemple, on va dire que j'ai mon mastocyte ici. Le mastocyte, lui aussi, il y a plein de granules, puis là, je ne fais pas ça à l'échelle. En fait, il y a plein de vésicules dans lesquelles on retrouve plein de granules. Puis je vais En fait, je ne vous dis pas tout de suite ce sont quoi ces granules-là. On va essayer de le deviner. Donc, le mastocyte, il est là, il veille à ses affaires. Dans votre corps, on peut aussi retrouver, supposons que vous avez déjà été en contact avec divers micro-organismes ou diverses molécules allergènes, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle des IgE ou immunoglobulines E. Ce sont des anticorps. Les anticorps, entre autres les IgE, ont un peu cette forme-là de Y. Là, moi, je les ai mis sur le côté, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va dire que c'est dans mon corps, ça. Donc, moi, j'ai mes mastocytes, sont peinards, sont tranquilles. J'ai des anticorps IgE dans le sang, puis je me présente chez quelqu'un qui a un chat. Puis moi, j'aime bien les animaux, je sais que je suis allergique, mais bon. Là, supposons que je flatte le chat, puis que le chat s'est léché le pelage. Il a fait sa toilette, il s'est léché. Puis là, maintenant, j'ai de la salive de chat sur mes doigts. Puis, j'y pense pas, je sais pas, moi, je me joue dans le nez, parce que ça m'arrive. Non. Je me mets les doigts dans les yeux, peu importe. Là, ce qui va arriver, c'est que là, je vais avoir des allergènes qui vont entrer en moi, au niveau de mes yeux, de mon nez, ou peu importe. Ça peut être au niveau de la peau aussi, ça dépend du type d'allergie que vous avez. Donc là, ce qui va se produire, c'est que les allergènes
vont être captés par les anticorps. C'est ça leur job, les anticorps, de capter des antigènes. Okay? Donc, dans ce cas-ci, les allergènes sont des antigènes. Et là, ce qui va arriver, okay, c'est que le mastocyte, là, ça va être ridicule là, comment il va être long mon récepteur. Là. Ils ont des récepteurs pour les IgE. Okay? Donc, si un IgE capte un allergène ou une molécule étrangère, le mastocyte va le capter et va réagir en libérant le contenu de ces granules. Okay? Et ça, chers amis, c'est là où on va avoir la réaction allergique. Et là, pensez à ce qui se produit quand vous avez une allergie. C'est quoi les symptômes? Okay? On peut avoir de l'inflammation, les yeux puffy un peu, les yeux qui coulent, les yeux qui piquent. On peut éternuer, on peut avoir des maux de gorge, on peut avoir des rash, je m'excuse pour le terme, donc l'irritation au niveau de la peau, au niveau des voies respiratoires, peu importe. Ça peut entraîner de l'asthme, donc il y a plein de choses qui se passent. Donc, il y a beaucoup d'inflammation. Donc, la molécule qui est libérée par le mastocyte, clairement, c'est une molécule pro-inflammatoire. Et là, pour déterminer c'est quoi cette molécule-là, pensez au type de médicament, là, ceux et celles qui sont allergiques, là, pensez au type de médicament que vous prenez quand vous avez des allergies. C'est quoi qu'on prend? Okay, là, il y en a qui vont me dire, je prends du Claritin, je prends... OK, ça c'est la marque. OK, mais c'est un anti-quoi? OK, ce que l'on prend comme médicament, à ce moment-là, ce sont des j'écris très mal, là. Des antihistaminiques. Donc, c'est ça qu'on veut bloquer. Okay? Quand vous prenez des médicaments, peu importe la marque, la sorte, là, prenez la marque de la pharmacie, ça coûte moins cher. Donc, les antihistaminiques, dans le fond, on bloque cette réponse-là. C'est sûr que si vous prenez votre antihistaminique une fois que vous avez eu les réactions allergiques, ça va peut-être prendre du temps avant que ça fasse effet, donc vous avez le temps d'avoir les symptômes. Mais dans un monde idéal, vous allez prendre l'antihistaminique. Par exemple, moi, si je sais que je vais chez des gens, par exemple chez mon frère qui a un chat, donc je vais prendre mes antihistaminiques avant, puis à ce moment-là, j'espère que ça va me protéger, donc empêcher cette réaction désagréable-là. Donc les mastocytes, ça c'est la job au niveau des allergies, mais les IgE, okay, les mastocytes et les éosinophiles, normalement, leur job, c'est de s'attaquer à des parasites. Okay? Donc, encore une fois, protozoaires, des vers, des choses comme ça. Et là, on va essayer de faire un petit lien vite, là, mais je vais revenir là-dessus quand on va voir le chapitre sur les dysfonctionnements du système immunitaire. Ici, par exemple, au Québec, au Canada, on a peu ou pas, on va dire peu, parce qu'il y en a, là, d'infections liées à des parasites, à des vers, des choses comme ça. C'est très rare. Okay? Donc, nos IgE, nos mastocytes, nos éosinophiles, là, ils n'ont peut-être pas... ils s'ennuient, on va le dire comme ça. Puis, on remarque que dans les pays industrialisés où il y a beaucoup d'assainissement, par exemple de la nourriture, de l'eau, peut-être pas trop de pollution aussi, on voit plus d'allergies. Donc, il y a peut-être une corrélation à faire avec ça aussi. Okay? Vivre dans un milieu trop aseptisé peut faire en sorte que notre système immunitaire ne s'attaque pas nécessairement aux choses qui sont utiles. Personne ici a été menacé par du pollen de plantes ou de fleurs ou d'arbres. Okay? Mais pourtant, il y a des gens qui sont allergiques à ça. Moi, la salive de chat, ça ne me pose pas trop de problèmes. Là. Okay? Mais mon corps a décidé que ça devenait problématique. Des pinottes, okay? Des arachides. Okay? On peut tuer quelqu'un tellement l'allergie peut être forte. Okay? Mais techniquement, une arachide, ce n'est pas supposé tuer quelqu'un, c'est supposé le nourrir. Okay? Donc, on voit que notre système immunitaire répond trop fortement à des choses qui sont inoffensives. Mais on reviendra là-dessus. Donc, par la suite, j'ai les cellules NK. Et là, au microscope, les cellules NK, là, elles vont ressembler beaucoup aux lymphocytes B et aux lymphocytes T. Donc, c'est difficile de les distinguer. Ça prendrait des tests plus poussés. Mais les cellules NK, leur job, là, leur nom, juste leur nom, là, c'est quand même quelque chose. Ce sont des natural killers. Donc, littéralement, ce sont des cellules tueuses naturelles. Ce sont des cellules qui vont détecter, par exemple, des cellules qui sont infectées, mais des cellules qui sont infectées et que le virus ne veut pas qu'on la reconnaisse. Okay? Donc, on masque des protéines normales que l'on retrouverait à la surface des cellules. La cellule NK arrive, c'est un peu comme si on demandait les cartes à la cellule. Là. C'est comme un bouncer, la cellule NK. Elle demande tes cartes, puis là, la cellule, elle n'a pas ses cartes. Donc, la NK ne pose pas de questions, c'est une natural killer, boum, elle tue la cellule. C'est direct de même. OK?
On va voir qu'il y a des cellules, comme les cellules T, par exemple, qui elles aussi peuvent avoir une activité cytotoxique, donc qui peuvent tuer les cellules infectées, mais les cellules T le font de façon un petit peu plus, on va dire, civilisée. Là. Elles vont s'attaquer seulement aux cellules qui expriment certaines protéines qui montrent qu'elles sont elles-mêmes infectées. Bref, NK, cellules tueuses, tuent des cellules infectées et vont aussi, puis ça c'est pas rien, tuer des cellules tumorales. Donc quand il y a des cellules tumorales produites dans votre corps qui circulent par le sang, les NK vont pouvoir les tuer. Ensuite, bon, il y a les plaquettes. Les plaquettes, vous allez me dire, crime, ça, c'est pas de la coagulation. Ouais. OK. On en voit ici, là, des petits picots violets. Donc, les plaquettes, oui, c'est la coagulation, leur rôle principal, mais elles ont quand même un rôle à jouer au niveau immunitaire dans la sécrétion, par exemple, de certaines cytokines, donc de messagers chimiques là, pour favoriser la réponse immunitaire. Donc, voilà. Ici, juste un exemple de phagocytose. Donc, c'est un macrophage okay, que l'on a filmé au microscope. On a marqué avec des anticorps eux-mêmes marqués avec un fluorochrome, donc une molécule fluorescente. Donc, ces bactéries-là ont été marquées par l'anticorps. L'anticorps portait un fluorochrome. On a regardé le tout et regardé le macrophage qui s'en approche. Les phagocytes, là, il y a en phagocytes comme 3-4 de la shot. Okay, il y avait vraiment faim. Et regardez aussi on va dire le niveau de phosphorescence des bactéries. Il s'atténue. Donc, dès que la bactérie entre dans la cellule, elle va être envoyée vers le lysosome, donc qui est un organite cellulaire, où il va y avoir digestion des bactéries, puis on les détruit, donc la phosphorescence diminue. Bon, phagocytose, c'est une bonne chose, mais il y a des bactéries qui y résistent. On a déjà vu ça, donc je fais un rappel. Donc, certaines bactéries qui ont une capsule, ça peut empêcher les phagocytes de les reconnaître. Certaines bactéries, Staphylococcus, Actinomyces, là, vous en avez dans la bouche, ça cause de la plaque dentaire, donc elles vont tuer les phagocytes en libérant certaines enzymes, comme la leucocidine par exemple, qui vont détruire les lysosomes, donc affecter les phagocytes. Puis il y a d'autres micro-organismes qui sont encore plus, on va dire, arrogants, okay? Et eux vont aller se cacher dans le macrophage. Donc ils vont rentrer dans le macrophage. Comme si un bandit, un voleur, décidait d'aller se cacher dans un poste de police. Okay? Donc c'est quand même assez audacieux, on va le dire comme ça, mais à quelque part, c'est peut-être la meilleure cachette parce que c'est la dernière place où on va chercher. Donc, VIH, c'est un virus, chlamydia, bactérie, tuberculose, bactérie, leishmania et plasmodium sont, eux, des protozoaires, donc qui peuvent se cacher dans les phagocytes. Maintenant, la réaction d'inflammation. C'est très complexe, mais je le garde simple, du moins j'espère. Donc, imaginons, on se blesse. Okay? Je vais dire, je sais pas moi, je fais mon souper, je suis en train de couper le poulet cru, puis je me coupe. Okay? Donc là, il y a des bactéries qui rentrent dans la plaie. Okay? Puis une bactérie salmonelle dans une plaie, là, je ne suis pas trop inquiet d'avoir une salmonellose. Ce n'est pas sa porte d'entrée préférée. Mais là, ce n'est pas ça le point. C'est qu'il y a quelque chose d'étranger dans ma peau. Et là, on va réagir. Les tissus qui ont été brisés, lésés par la coupure elle-même, puis qui vont répondre un petit peu à l'infection, il va y avoir libération de ce qu'on appelle des médiateurs de l'inflammation. Donc, des protéines, des messagers okay, qui vont envoyer de l'information. Okay? Entre autres, okay, il va y avoir une protéine du complément, on va y revenir au complément, là. Mais la protéine C5A, okay, on va dire que c'est le petit cercle comme ça. Là. Donc, les protéines C5A, ce qu'elles vont faire, là, elles vont se disperser et elles vont, dans le fond, devenir un petit peu comme un chemin. Okay? Ces protéines-là vont être suivies par chimiotactisme. Donc, c'est comme si les cellules immunitaires suivaient comme une bonne odeur. Okay? Donc, la cellule immunitaire va suivre cette protéine-là et va se diriger vers l'endroit blessé, lésé, où il y a l'infection. Okay? Donc ça, c'est du chimiotactisme et ce sont les protéines C3A ou C5A qui vont faire ça. Okay? D'ailleurs, les protéines C3A et C5A, là, au départ, c'est une protéine, on va dire la C5, là, qui est complète et qui est formée de deux morceaux, A et B. Quand il y a inflammation, réaction, infection, en tout cas, peu importe, il y a quelque chose qui se passe, la protéine va être brisée en deux. La partie A va servir pour faire le chimiotactisme et la partie B va servir à une autre fonction que je vais expliquer tantôt qui s'appelle l'opsonisation. On va y revenir. Donc, j'ai ma blessure. Les protéines du complément C5 ou C3 se brisent. Ça fait un petit chemin comme l'histoire du petit poucet. Là, si vous ne savez pas c'est quoi, googlez ça. Okay? Donc, on suit le chemin. Autre molécule va venir agir sur l'épithélium sanguin. Donc, près de la lésion, il y a des vaisseaux sanguins qui circulent, donc des petits capillaires.
Donc, il y a des molécules qui vont venir agir sur l'épithélium sanguin et là, on va produire, l'épithélium sanguin va produire des petites protéines qu'on appelle les sélectines. Puis les sélectines, là, c'est comme des hameçons, des crochets, vous voyez ça comme vous voulez. Donc, les cellules vont à la pêche. Et c'est quoi qu'elles vont pêcher? Ce sont des cellules immunitaires. Puis les premières sélectines qui vont être produites vont capter quel type de poisson? Elles vont capter les neutrophiles. Rappelez-vous tantôt, okay, je vous ai dit que les premières cellules à arriver, les premiers répondants, ce sont les neutrophiles. C'est parce que ce sont les neutrophiles qui sont les premiers qui sont captés, qui sont pêchés par ces protéines-là. Donc, quand une cellule immunitaire, un neutrophile, après ça va être les macrophages, etc., donc arrive ici, donc au niveau d'une vénule, donc un endroit où la circulation sanguine est moins rapide et moins intense. Là. Donc, cette cellule-là va être captée par les sélectines et elle va quitter le sang par un phénomène qu'on appelle la diapédèse. Donc, la diapédèse, le terme, là, c'est de la culture personnelle. Donc, la cellule immunitaire quitte et par la suite, donc, suit le chemin par chimiotactisme et se rend au site infecté. Donc, vous voyez, il y a plein d'interactions, c'est super intéressant. Puis là, je viens de vous résumer ça en, je ne sais pas moi, peut-être 2-3 minutes, mais moi, j'avais étudié ça pendant des heures. Okay? Donc là, je l'ai gardé très, très simple, puis c'est juste ça que je veux que vous reteniez. Donc, les premiers arrivés neutrophiles, après ça, ce sont les monocytes / macrophages, puis ensuite les lymphocytes, entre autres les lymphocytes T, CD4 qui vont arriver. Puis je vais expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo. Donc ça, c'est un peu le même principe, image présentée différemment. Ici, j'ai deux diapos juste pour vous expliquer qu'il y a des applications à ces protéines-là. Toutes les protéines inflammatoires qu'on retrouve dans notre sang, okay, elles y sont pour une raison, mais parfois, s'il y a trop de ces protéines-là, ça peut être signe que vous avez peut-être une maladie chronique ou un problème immunitaire quelconque. Donc, la protéine C-réactive, okay, c'est une protéine qu'on détecte dans le sang. Puis, dans le fond, cette protéine-là, elle est supposée stimuler l'action des phagocytes et les autres cellules immunitaires, mais quand on en a trop, ça pourrait être signe qu'on a peut-être une maladie, soit auto-immune, inflammatoire, de l'arthrite, des choses comme ça. Donc, un médecin qui demande un test sanguin et qui réalise que la protéine C-réactive est trop importante, mais ça pourrait expliquer certaines maladies inflammatoires. Même principe pour la calprotectine fécale, donc la protéine CF, mais celle-là, on ne la trouve pas dans le sang. Okay? Celle-là, on va la retrouver au niveau des selles. Donc, littéralement, ça prend un échantillon de selles, d'excréments, qui va être analysé, ça doit être super le fun, par les technologues en analyse biomédicale. Merci pour votre travail, on l'apprécie beaucoup, ça ne doit pas toujours être facile. Okay? Donc, dans ce cas-ci, si on détecte cette protéine-là en trop grande quantité, bien, ça peut être signe justement d'une maladie inflammatoire au niveau du tube digestif, maladie de Crohn, par exemple, des choses comme ça. Je reviens sur la fièvre, j'en ai parlé tantôt, je l'ai tout expliqué. Phénomène naturel, on veut augmenter la température du corps pour nuire au développement des bactéries. Voilà. Parfois, c'est des virus qui causent ça, okay? Puis les virus vont être moins affectés par la fièvre. Okay? Les virus de la grippe, par exemple, de la COVID peuvent provoquer de la fièvre, mais eux-mêmes ne seront peut-être pas affectés par la fièvre qu'ils entraînent. Le complément maintenant. Okay? Donc, la fameuse collection de protéines, okay? On parle, là, je dis une trentaine, c'est 35 molécules, okay? Et ça représente 10% des protéines sériques, donc des protéines qui circulent dans votre sérum, c'est des protéines du complément. Ces protéines-là ont une importance extrêmement importante, surtout au niveau des infections bactériennes. Là, je pense que je l'ai écrit ici. Là. Okay. Donc, elles vont s'attaquer, ces protéines-là, lorsqu'elles s'assemblent, elles vont s'attaquer aux bactéries, puis vont, entre autres, les détruire ou les marquer pour élimination. Donc, si je parle de 35 molécules, si un enfant naît okay, et qu'il lui manque seulement une de ces protéines-là, okay, c'est comme si on n'était pas capable de construire toute la cascade d'événements, ça bloque. Okay, et la réponse n'est pas bonne. Donc, un enfant qui naît, et ça existe, là, il y a des syndromes où les personnes naissent sans la possibilité de produire du complément. Puis là, je suis sûr, dans le fond, que je vous apprends quelque chose en plus. Ce n'est pas grand monde là, qui connaissent ce phénomène immunitaire-là du complément. Mais un enfant qui naît sans ça, je peux vous garantir que sa famille va apprendre à connaître ce que c'est parce que l'enfant va être très susceptible aux infections bactériennes, malheureusement. Okay? Donc, les rôles du complément, les trois principaux rôles, le premier, c'est la lyse ou la destruction. Donc, un peu comme on le voit là, sur l'image qui est ici, donc, puis là, vous n'allez pas apprendre tout ça. Là. Ici, là, c'est la bactérie, sa membrane qui est ici ou sa paroi.
il y a des anticorps qui peuvent se coller sur la bactérie. Et là, les molécules du complément s'assemblent et ultimement, ça fait des trous, okay, des pores, P-O-R-E-S, dans la bactérie. Donc ça, c'est la lyse. Et c'est ce qu'on souhaite. On veut détruire ces bactéries-là. L'autre, et ici, là, c'est toutes dans la lyse, ce sont toutes les molécules du complément qui sont appelées à intervenir. Tandis que dans le chimiotactisme, bien là, on en a parlé tantôt, c'est des morceaux de protéines, soit C3A ou C5A qui sont impliqués. Okay? Chimiotactisme, rappelez-vous, je reviens ici, c'était mon petit chemin, là. Okay? C'est comme la bonne odeur. Tu sais, comme quand tu rentres dans ta maison, ou moi, si je rentre dans ma maison, puis ma conjointe a fait un repas que j'apprécie ou a fait du pain frais, moi, ça me fait capoter l'odeur du pain frais. Fait que là, je vais suivre ça, puis c'est clair, je vais me rendre à la cuisine pour me faire des toasts, si c'est du pain. Okay? Donc, les phagocytes vont faire la même affaire. Okay? Ils vont suivre ce chemin-là, cette bonne odeur-là. Je ne sais pas si ça sent quoi que ce soit, là, mais ils sont attirés par ces molécules-là et vont se diriger au site problématique. L'autre phénomène, c'est l'opsonisation. Et encore une fois, je vais aller vous faire un magnifique dessin pour expliquer ce que c'est. Donc, pour le phénomène d'opsonisation, ça c'est un I, je vais faire un comparatif avec des pizzas, parce que j'aime la pizza. Okay? Donc, on va imaginer, là, on a un phagocyte ici, donc on a un macrophage. Quand je fais un N avec une barre, c'est macrophage. Puis, en face du macrophage, je vais avoir 3 bactéries. Okay? Elles devraient être pareilles, là, c'est pas important. Donc, si je les compare à 3 pizzas, okay? Il y a des pizzas qui sont pleines. Okay? Il y a juste genre de la sauce et du fromage. Ah, si j'ai vraiment faim, je vais la manger, ça ne me dérange pas, je ne suis pas difficile. Il y a des pizzas sur lesquelles il y a de la garniture. Okay? Mais juste une garniture. Là, je vais faire 2 sortes de garnitures. Là. Okay? On va dire qu'il y en a une qui est végétarienne, puis l'autre est juste pepperoni. Okay? Donc, ici, j'ai, dans le fond, dans la réalité, c'est des anticorps sur les bactéries ou c'est des molécules ici du complément C5b. Okay? Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que la protéine C5 ou C3 se divisait en deux. La partie A fait le petit chemin qui sent bon, puis la partie B, dans le fond, c'est à ça qu'elle sert. Elle se fixe sur les bactéries et elle va favoriser le phénomène d'opsonisation. Je vais expliquer dans quelques instants c'est quoi. Donc, une bactérie pleine avec rien dessus, des bactéries avec un peu d'ingrédients dessus, donc mes pizzas avec une garniture, mais j'ai par la suite la pizza avec plein de stock dessus, meat lover, plein de légumes si vous aimez ça, là, name it, il y a du stock. OK? Donc là, si moi je me mets dans cette position-là, je rentre chez vous puis il y a un buffet de pizza, c'est clair que je me dirige vers la bactérie qui est, ou la pizza, je devrais dire, beau lapsus, qui est ici. OK? Parce que plus de garniture, c'est plus appétissant. Par la suite, je vais m'en prendre à ces pizzas-là, puis en fin de soirée, quand il va rester juste ça, on va manger de la pizza pleine. Bien, le macrophage n'est pas plus fou qu'un autre. OK? Lui aussi, il est attiré par les garnitures. Okay? Et il est attiré par les garnitures parce qu'il a des récepteurs à sa surface. Donc ici, par exemple, j'ai un récepteur. Donc, récepteur, voyons, crayon. Récepteur à C5b, puis ici, j'ai un récepteur à anticorps. Donc, si les bactéries sont recouvertes de ces molécules-là, le macrophage va avoir plus d'affinité, d'avidité pour venir reconnaître ces bactéries-là. Okay? Parce que la bactérie, dans le fond, ce qui va arriver, elle va être ici, puis les molécules du complément vont être ici, puis les anticorps vont être captés par les molécules qui sont là. Donc, le macrophage se fixe avec plus de facilité sur la bactérie et peut par la suite la bouffer, donc la phagocyter, puis l'éliminer. Le macrophage va par la suite s'en prendre à ces bactéries-là, puis ultimement, c'est sûr que le macrophage va finir par terminer la job puis s'en prendre aux bactéries sur lesquelles il n'y a peut-être rien. Mais clairement, au départ, il va être attiré par ça. Donc, l'opsonisation, c'est le phénomène par lequel un macrophage va attaquer ou reconnaître des bactéries avec plus d'avidité en raison de protéines qu'il y a à sa surface. Donc, voilà pour ça. Les 3 rôles, il faut les savoir quelles sont les protéines qui sont impliquées.
Ça va être pratique. Ici, le complexe d'attaque membranaire, dans le fond, c'est un peu ce qui se produit là, lors de la lyse. Donc, lors de cette étape-ci, on peut avoir encore une fois des anticorps qui se fixent sur la bactérie, les protéines du complément qui s'y fixent. Puis, en réalité, là, il y a plusieurs formes du complément. Là, moi, ce que je vous montre, c'est la forme classique avec l'utilisation d'anticorps, mais il y a deux autres formes d'activité du complément, la forme des lectines et la forme alternative, mais concentrez-vous pas là-dessus, c'est pas important. Là. Si vous allez en médecine un jour ou si vous faites de la recherche, vous changez de branche et vous allez en recherche, ça sera peut-être pertinent, mais pour le cours, sachez simplement que le complément s'attaque aux bactéries. Puis bon, on le voit ici, donc les protéines s'assemblent, puis dans le fond, la bactérie meurt. L'interféron, j'en ai parlé, je fais juste le rementionner. Donc, c'est une molécule, ou la définition, là. Donc, c'est une cytokine. Puis là, cytokine, comment ça s'écrit? Cytokine. OK, puis souvent, l'interféron, là, je l'ai écrit en dessous de toute façon, là. Mais l'abrégé, ça va être interféron comme ça. Donc, là, l'interféron alpha, bêta et gamma. Donc, ces molécules-là ont une activité. Donc, ce sont des cytokines qui ont une activité antivirale. Ça termine le cours. Okay. Donc, on est dans un environnement complètement différent là, avec le système immunitaire. On n'est plus dans les micro-organismes. Donc, le vocabulaire est nouveau. J'imagine qu'il y a plusieurs termes là-dedans qui sont nouveaux pour vous. Donc, il faut se les approprier. Il faut démêler le tout. Donc, je vous incite encore une fois à faire votre glossaire. Écrivez une définition en vos mots, pas nécessairement la définition du dictionnaire, de Wikipédia ou de votre manuel de référence. Essayez de l'expliquer comme si vous l'expliquiez à un collègue. Quand vous êtes capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est là que vous pouvez être confiant et que vous possédez la matière. Si vous faites juste répéter quelque chose, vous l'avez appris par cœur, puis vous allez l'oublier en quelques jours. Ensuite, donc, moi, ce que je vous conseille, okay, c'est de faire une espèce de petit tableau synthèse avec tous les éléments, cellules, molécules du système immunitaire qu'on a vu jusqu'à maintenant. Puis vous pourrez bonifier ce tableau-là avec les cellules et molécules que l'on verra dans la capsule vidéo suivante sur la réponse immunitaire acquise. Je vous incite encore une fois fortement à aller lire les chapitres 8 et 10 du Fauché, puis répondre aux questions qui sont situées à la fin de ces chapitres-là. Donc voilà, il y a beaucoup de matière. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Bonne fin de journée.